Bonsoir à tous, bienvenue à ce premier événement de la semaine consacrée à la langue arabe. Le programme de cette semaine est sur le site de l'IMA. Vous pourrez le consulter, il y a des activités nombreuses, très intéressantes. Alors certains pourraient se demander pourquoi avoir attaché la présentation de ce webdoc à la semaine de la langue arabe. Eh bien, tout d'abord, c'est un hommage indirect à un très grand poète qui a incarné au XXe siècle la langue arabe, Mahmoud Darwish. Je le cite, « Ana lugati, ana ma qalat al-kalimat, kun jasadi, fakuntu li nabriha jasada » Je suis ma langue, je suis ce que disent les mots, sois mon corps, et j'ai donné corps à leur timbre. C'est un grand poète palestinien qui a également été le chantre d'une identité menacée d'oblitération. Mais la seconde raison, c'est que cette identité, de même que la langue qui la porte, n'est pas fermée. C'est une langue ouverte sur les autres, ouverte sur l'anglais, qui est la langue de ce documentaire, ouverte sur le français, avec la traduction, ouverte sur le langage virtuel du documentaire Internet, pour porter des valeurs universelles, comme la quête de justice des familles de Gaza. Je vais laisser la parole maintenant à ceux qui sont le mieux que quiconque qui ont la maîtrise des mots. Et d'abord à Ala Kandil et à Anne Pack qui ont produit ce documentaire et à Sylvain Sipel qu'on ne présente plus pour l'animation de ce séminaire et à d'autres qui sont des témoins palestiniens dont l'un est d'une organisation des droits de l'homme. Et aussi, vous pourrez tout à l'heure poser des questions. Il y aura des questions du public envers les représentants de ce webdoc. Voilà. Merci, très bonne soirée. Bonsoir. J'espère que vous me voyez parce que moi je vois absolument rien. Donc c'est un peu bizarre. Et je suppose que c'est le lot des artistes quand ils font des concerts. Je m'appelle Sylvain Sipel. Je suis journaliste à Orient 21. Orient 21, c'est un journal en ligne, c'est un journal sur Internet qui s'est créé il y a 3 ans et qui petit à petit, voit son audience augmenter et qui a une certaine notoriété maintenant, qui publie quotidiennement un papier en français et 2 fois par semaine des papiers en anglais et en arabe également. On se réunit ce soir pour évoquer la guerre israélienne menée à Gaza à l'été 2014, alors qu'une autre guerre, qui est bien plus meurtrière, se déroule dans un pays voisin, la Syrie, et alors qu'une tragédie incommensurable touche les populations civiles d'Alep-Est et globalement les populations syriennes. Je tenais à ouvrir cette soirée en rappelant ce fait, parce que la guerre a pris une telle ampleur en Syrie que les autres événements au Moyen-Orient semblent perdre de leur importance aux yeux de l'opinion internationale. L'opération menée par les troupes israéliennes à Gaza il y a 3 ans s'est inscrite dans ce processus. De la même manière qu'aujourd'hui, par exemple, l'Arabie saoudite et les États du Golfe mènent une guerre au Yémen, auquel très peu dans l'opinion internationale s'intéressent. Et de ce fait, cette immense tragédie qui a lieu en Syrie arrase, occulte des tragédies, souvent, bien sûr, d'ampleur moindre, mais souvent épouvantables, qui disparaissent parce que l'opinion préfère oublier ces drames en se focalisant sur le pire d'entre eux. Il y a 2 ans et demi, Israël lançait une opération d'envergure contre la population de Gaza et la direction politique du Hamas. C'était la 3e fois en 7 ans qu'Israël menait ce type d'opération. Israël avait évacué Gaza en 2006. Quand je dis évacuer, ça ne signifie pas que l'occupation israélienne de Gaza, elle, avait pris fin. Gaza continuait d'être un territoire entièrement bouclé, une sorte de prison à ciel ouvert, dans lesquels les moyens de se mouvoir sont limités. Je vais donner un exemple pour bien comprendre
comment le contrôle israélien sur Gaza continue malgré l'absence militaire à l'intérieur de cette bande de territoire. Toute naissance à Gaza doit impérativement être enregistrée par les Israéliens, sinon la personne est considérée comme non existante et elle ne peut pas quitter le territoire. Donc, l'inscription de toute naissance doit formellement se faire en Israël. C'est un exemple, mais on pourrait en citer des centaines d'autres. Je vais donner un exemple tout à fait anecdotique pour montrer combien cette présence continue d'être. C'était la troisième fois, donc, à l'été 14, qu'une opération d'envergure était lancée depuis le retrait de l'armée israélienne. Après, la première avait eu lieu en décembre 2008, janvier 2009, 1350 morts palestiniens, et puis beaucoup moins en novembre 2012, une opération plus courte qui avait fait plus de 110 morts. Sans compter, bien évidemment, les attaques ponctuelles qui sont absolument constantes. Cette fois-là, Israël prétendait mener une guerre contre le terrorisme, quand en réalité, vu le rapport des forces, il ne s'agissait de rien d'autre que d'une opération punitive massive contre une population menée dans une impunité internationale absolue. Le motif réel de cette opération avait en réalité été très politique. Il s'agissait de mettre fin à la perspective d'un gouvernement palestinien unifié entre le Fatah et le Hamas, qui avait été annoncé un mois avant l'offensive israélienne et qui avait été bien accueilli, y compris à Washington. Lorsque Israël a cessé son opération, elle laissait à Gaza un champ de ruines. Les bombardements avaient en particulier délibérément touché des infrastructures de base comme la centrale électrique ou les canalisations d'approvisionnement en eau. Dans son rapport, Amnesty International accusera l'armée israélienne d'avoir délibérément visé des habitations civiles. Je cite, « Les forces israéliennes ont violé les lois de la guerre en menant une série d'attaques contre les habitations civiles, faisant preuve d'une froide indifférence face au carnage qui en résultait. » Le rapport d'Amnesty dénonçait également, je cite, « la pratique courante des attaques de maisons par les forces israéliennes qui ont témoigné d'un mépris choquant pour les vies des civils palestiniens en ne les avertissant pas et en leur laissant aucune chance de s'enfuir. » Selon l'ONU, l'offensive israélienne, à l'été 14, a tué 2104 Palestiniens, dont les 2/3 de civils. Les chiffres des ONG palestiniennes sont légèrement supérieurs, environ 2150 tués, dont les 3/4 de civils. Les films que nous allons visionner ce soir ont été réalisés par Ala Kandil et Anne Pak. Madame Kandil est une reporter d'origine palestinienne et polonaise qui a beaucoup travaillé pour les médias polonais, mais aussi pour Al Jazeera, et a travaillé, entre autres, sur les 2 dernières offensives israéliennes contre Gaza. Madame Pak est une vidéaste qui travaille depuis plus de 10 ans sur la Palestine. Elle a consacré une partie de ce travail à décrire le quotidien des Palestiniens sous occupation israélienne. Elle a effectué de nombreux séjours à Gaza depuis 2010, où en plus de son activité de vidéaste, elle a organisé et développé un projet sur les artistes et les cultures alternatives intitulé Not a Dreamland. En plus du film que vous allez voir ce soir, Obliterated Families, que nous allons maintenant visionner, Anne Pak a réalisé 3 autres courts-métrages et documentaires sur les Palestiniens entre 2007 et 2014. Nous accueillons aussi ce soir Hélène Leger, qui est la responsable pour le Maghreb et le Moyen-Orient de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Mahmoud Abou-Rahma, responsable du Centre Al-Mezan des droits humains à Gaza, qui est extrêmement impliqué dans le travail auprès des institutions internationales pour que les crimes commis à Gaza à l'été 2014 soient jugés. Et enfin, M. Ramzi Kilani, qui est un palestino-allemand. Son père, qui a passé 20 ans en Allemagne, est reparti à Gaza, où il avait refait sa vie. Remarié, il a eu 5 enfants. Lui, sa femme et leurs enfants sont décédés sous les bombes israéliennes. Depuis, M. Kilani a entrepris des démarches en Allemagne pour obtenir justice. Avant qu'on voit le film, je vais laisser la parole à Mme Pak, qui veut faire un certain nombre de précisions. Merci beaucoup pour l'introduction. Tout d'abord, un grand merci à nos partenaires, l'ACAT, le CCFD, Orient 21, pour avoir organisé cet événement,
et à Lima, bien sûr, de nous recevoir. On sait que c'est un sujet sensible et donc je les remercie vraiment de nous soutenir sur notre projet. Et un grand merci au Centre Almezan des droits humains et à Mahmoud Abourama d'être ici ce soir. Sans le travail remarquable que font ces organisations des droits humains sur place à Gaza, dont Almezan, notre travail n'aurait pas été possible. Une petite précision, je suis vidéaste de temps en temps, mais surtout photographe. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Active Stills, qui comprend des photographes israéliens, palestiniens et internationaux, et on travaille en Palestine, Israël, depuis plus de 10 ans. Vous pouvez consulter nos nouveaux livres à l'entrée. Alors, je voulais juste faire une courte introduction sur le web documentaire Obliterated Families et sur le film que vous allez voir qui s'appelle Gaza, une plaie ouverte. Donc ce film, Gaza, une plaie ouverte, qui dure 13 minutes, fait partie de notre projet, de notre webdoc, qui est avant tout un projet sur les familles de Gaza qui ont été décimées pendant l'offensive israélienne de 2014. Le départ, ça a été un peu cette statistique que 142 familles palestiniennes, pendant l'offensive israélienne de 2014, ont perdu 3 membres ou plus. C'est une statistique qui fait froid dans le dos. Et pourtant, ça reste une statistique. Donc avec le web documentaire, ce qu'on a essayé de faire, c'est des portraits intimes. On présente, donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec le format du web documentaire, donc il allie photos, vidéos et texte. C'est un format très intéressant. Et je vous invite à bien sûr voir le web documentaire qui est en ligne depuis l'été 2016. Donc c'est un travail de plus de 2 ans qui a commencé au cœur de l'offensive, parce que j'étais sur place pour documenter les attaques israéliennes avec à mes côtés Ala Kandil, la reporter qui est ici et qui est aussi la co-auteure du web documentaire. Et puis nous sommes retournés après à Gaza, après le cessez-feu, et nous avons rencontré 53 familles sur à peu près 1 an, plus tout le travail de post-production qui nous a pris une autre année. Certaines des familles que nous avons rencontrées, comme la famille Abou Jami, ont perdu 25 membres, dont 18 enfants, en quelques secondes. Alors, qui étaient les personnes qui ont été tuées? Comment les survivants font face à une telle perte? Quelle justice peuvent-ils attendre? Ce sont les questions au cœur de notre projet. Alors, je voudrais finir en insistant qu'il s'agit d'un projet collectif. Si vous allez sur le webdoc et vous allez sur les crédits, c'est plus d'une centaine de personnes qui nous ont aidés. C'est un projet qu'on a monté en indépendante, sans financement significatif. Et toutes ces personnes qui nous ont aidés, notamment par aussi un financement de campagne participative, ont permis de réaliser ce projet. Il continue d'être développé. Si vous voulez nous aider, il y a des cartes et un livret avec un très beau design qui sont à vente sur la table à la sortie. Et puis ce soir, j'ai une pensée émue aussi pour tous les Gazaouis qui nous ont aidés pour ce projet, malgré leur propre traumatisme, qui nous ont accompagnés sur le terrain, qui ont traduit pour nous et qui nous ont aidés à monter le web documentaire. Donc maintenant, on va pouvoir regarder le film, qui est une bonne introduction. Je voulais juste vous lancer un avertissement, qu'il y a quelques images qui peuvent heurter, mais c'est aussi la réalité de ce qui s'est passé à Gaza. Voilà, merci. نبيل محروس سلام الصيام.
peu dans le même état, j'imagine. Je vais commencer avec Ala Kandil. OK? Pardon? Oui, oui. Allez-y. Je veux juste rappeler une chose, c'est que faites un effort. En gros, chacun a 10 minutes. Donc faites un effort pour parler à peu près 5 minutes avec les traductions. Voilà. Merci. Good evening. So we thought we'll focus tonight on sharing some of the stories we documented for the web documentary. And I will start by telling you a story of one of the families that is included in the web documentary. Bonsoir. Nous sommes ici ce soir pour partager avec vous les histoires de familles qui sont présentées sur le web documentaire. Et il y a particulièrement une famille dont j'aimerais vous raconter l'histoire ce soir. So back in June 2014, I was working in the Gaza Strip. It's still a month before the Israeli offensive started. And I was covering a story about the reconciliation between Fatah and Hamas and the hopes for the new unity Palestinian government. Donc, en juin 2014, c'était avant que l'offensive israélienne ne frappe. J'étais à Gaza, dans la bande de Gaza, travaillais avec Anne pour la couverture médiatique sur place, sur la situation et la situation entre le Fatah et le Hamas, et pour une tentative de réconciliation et une tentative d'unité. And one afternoon, a friend, Mohammed, who is also a fixer and a translator, invited me to join him in a chalet on the beach with his childhood friends, where they met every Friday afternoon. Donc c'est dans ce contexte-là que j'étais donc avec mon ami Mohamed, qui était mon traducteur, et qui m'a invité à le rejoindre, lui et des amis, sur la plage. C'était un rituel chaque vendredi que tous se rejoignent sur la plage, sur un petit chalet. And the place was full of kids swimming in the sea, families barbecuing. Typical Friday afternoon. It's a place, the sea, it's a place where people go to catch a breath from the suffocation of the siege and from the overcrowdedness of the urban areas in Gaza. Donc on peut s'imaginer un peu la plage qui était remplie d'enfants, où les familles se réunissaient là. C'était vraiment un vendredi typique. Les familles venaient ici pour faire un barbecue. C'était aussi un endroit où on pouvait s'évader un peu et faire une pause parmi cette situation-là, où essayer de s'échapper de la foule et de ces sentiments de suffocation permanents. So these four friends would meet in a chalet, drink coffee, smoke shisha, talk about troubles at home. And one of them, Ashraf, he talked a lot about his family. This is a photo of him from that afternoon. Donc voilà, nous étions avec 4 amis, 4 hommes qui avaient pour habitude de se retrouver là, pour fumer la chicha, pour parler, partager les ragots, rire, parler de plein de choses différentes. Et parmi eux, il y avait Ashraf, dont on voit la photo ici. And he did force us to eat this entire watermelon because, as all the Gazans, he's extremely hospitable. But what he told us, him and his friends joked about how they were afraid of Ashraf's wife, Nida, that it was enough for her to reach for her shoe and everyone would listen obediently. And he also told us about his daughter, his favorite out of all the 3 kids he had, Dima. A little girl, but very smart, very brave, and also a little bit naughty.
Donc Ashraf aimait parler de sa famille, raconter un peu ses histoires de famille. On le voit justement là en train de couper une pastèque. Il faut savoir aussi que Ashraf, à l'image de beaucoup de Palestiniens, était d'une hospitalité maladive et il insistait énormément pour nous faire manger le plus de pastèques possible. Et il aimait aussi beaucoup plaisanter sur sa famille, sur sa femme Nida qui apparemment faisait peur à beaucoup de personnes et elle pouvait faire mine de prendre sa chaussure et tout de suite les gens obéissaient dès qu'elle demandait quelque chose. Il aimait aussi beaucoup parler de sa petite fille, Dima, qui était parmi ses 3 enfants sa favorite. Une petite fille très, très courageuse, très enjouée, aussi très coquine. And the 4 friends talked about how great it would be to have a normal life and try to imagine how it is to live with electricity always running, without the electricity cuts, with running water, and also with ability to move freely, to travel, or even to go out in the evening to a party. Donc là, ce soir-là, ces quatre amis, se posaient les questions sur qu'est-ce que serait une vie normale. Qu'est-ce que ça fait finalement de vivre dans un endroit qui a de l'électricité en permanence, où il n'y a pas de coupure d'électricité, où on peut avoir accès à l'eau potable, aussi simplement que ça, d'ouvrir le robinet, d'avoir de l'eau potable, de pouvoir circuler librement et simplement être libre. Qu'est-ce que ça fait de vivre une vie normale? But that evening we also talked about the fact that people in Gaza were increasingly worried that the next Israeli offensive was coming really soon. Il parlait également de la situation ambiante et du fait que les personnes à Gaza étaient de plus en plus soucieuses, inquiètes qu'une prochaine offensive israélienne se déclenche, éclate. And indeed, a few weeks later, we were back. I was back with Anne in Gaza, and we were trying to cover the results of the Israeli bombings on the civilian population. Et en effet, quelques semaines plus tard, avec Anne, nous y étions de nouveau pour venir voir sur place les conséquences des bombardements de l'armée israélienne sur les civils. And one day, during the offensive, I was staying in our apartment, working on a story, and Anne came back from Al-Shifa Hospital, and she was really shaken. Al-Shifa Hospital is the main hospital in Gaza, and it was a place where we would often collect the information, learn the stories of people who were injured, and those who lost their lives also. So Anne told me that she just photographed the remains of a completely burned family. Donc un après-midi, j'étais à la maison en train de récolter des données, d'écrire des histoires. Et Anne est revenue de l'hôpital Al-Shifa. C'est l'hôpital principal dans la bande de Gaza. Anne est revenue absolument tremblante. Elle avait pris des photos de familles de familles entières qui avaient été décimées. Et elle y était allée parce que dans cet hôpital, justement, c'est là où on peut récolter le plus d'informations possible sur la situation et pouvoir avoir accès aux familles et leur poser des questions. Et donc, elle est revenue tremblante après avoir pris en photo des corps de famille absolument totalement décimés. And these are photos she took that day in the morgue and in front of the morgue. Et voici une photo qu'elle a prise ce jour-là à la morgue. So soon after, Anne, Mohammed, this friend I mentioned before, the fixer, came by the house and told us that the family Anne had just photographed was Ashraf and his wife Nida and their kids, and Ashraf's brother, whose name was Ahmed, and his wife and their little daughter. Et
Mon ami Mohamed, que j'ai cité un peu plus tôt, nous a dit que sur cette photo, en fait, la famille que Anne a prise en photo, c'était justement la famille d'Ashraf, dont je vous ai parlé. D'Ashraf, de sa femme, de ses enfants, également de son frère, Ahmed, et de sa femme et de sa fille. Yeah. And I think maybe it was a point during that offensive when we both, with Anne, realized the scope of what was happening. That there were entire families being killed, being bombed in their homes. Et c'est à ce moment-là, c'est le point où nous avons réellement pris la mesure de ce qui se passait, vraiment pris conscience de ce qui se passait, qu'il y avait des familles entières qui étaient détruites, qui étaient bombardées. Later on, after the offensive was over, the UN counted that there were 142 families who lost 3 or more members. Par la suite, les Nations Unies ont compté qu'il y avait 142 familles qui avaient perdu au moins 3 personnes parmi elles. And from the testimonies we have collected since that time, we realized that the families were very often targeted either at their homes when they were sleeping or at the sunset when they were breaking the Ramadan fast or when they were fleeing their homes because the bombing was approaching. Et à partir de tous les témoignages que nous avons pu récolter, nous avons réalisé que ces familles étaient réellement prises pour cible. Elles étaient prises pour cible pendant qu'elles dormaient. Elles étaient prises pour cible pendant qu'elles rompaient le jeûne le soir, parce que c'était pendant le Ramadan, ou même pendant qu'elles essayaient de s'échapper de chez elles. The Khalili family was killed by an artillery shell. And they were waiting in front of their home for a car to evacuate them from Al-Tufahariya to a safer place. Everybody was killed instantly except from 7-year-old boy, Mahmoud, who died a few days later on the way to a hospital in Egypt. La famille Al-Khalili, dont nous avons parlé là, est morte sous un tir d'obus. Tout le monde est mort. Ils étaient en train d'attendre en fait devant leur maison avant de pouvoir être évacués. Et donc ils attendaient là. Ils voulaient être évacués pour atteindre un endroit plus sûr. Tout le monde a été tué sur le coup, hormis un petit garçon de 7 ans qui est mort plus tard à l'hôpital. I mention it because it points to the Israeli policy of using indiscriminate weapons in areas populated by the civilian population. And artillery shells are extremely indiscriminate. The target area of artillery shell is 50 by 50 meter, completely imprecise. And it's supposed to be used only in combat zones, nowhere near the civilian population. But Israel used 35,000 shells, artillery shells, during this last offensive. La raison pour laquelle j'ai mentionné cet exemple, c'est pour mettre en lumière la politique d'Israël qui décide d'utiliser ces obus, ce genre d'armes, qui est un type d'arme absolument imprécis, qui tue de manière indiscriminée et qui en plus est utilisé dans des populations, dans des zones densément peuplées, uniquement peuplées de civils. Ce genre d'arme, en fait, est utilisé sur un périmètre de 50 mètres par 50 mètres. C'est absolument imprécis. Et elle tue sans discernement, sans distinction. Selon le droit international, ce genre d'arme est uniquement censé être utilisé dans des zones de combat. Or, durant l'offensive, 35 000 obus ont été tirés. The Al-Khalili family, the relatives, the parents, the brothers and sisters of those killed, they are forced to live in their half-burned house, just precisely in the place where their loved ones were killed. And that's because
In the Gaza Strip, there of course existed a housing shortage before the Israeli offensive. Then, as a result of the 2014 attacks, 120,000 housing units were damaged, and the reconstruction has been extremely slow. It took UN more than a year to rebuild the first damaged house, and it hasn't gained any pace ever since. Aujourd'hui, le reste de la famille Al-Khalili, tous les autres proches, les frères, les parents sont obligés de rester dans cette même maison où leurs défunts ont vécu ensemble avec eux, où ils ont tous leurs souvenirs. Ils sont obligés de rester dans cette maison qui est à moitié brûlée, à moitié détruite. Et la raison, c'est même avant l'offensive, il y avait une pénurie de foyers, une pénurie grave de foyers. Après l'offensive en 2014, 120 000 maisons ont été endommagées ou détruites, ce qui n'a fait qu'empirer la situation. Pour reprendre l'exemple de la famille Al-Khalili, la première maison, sur les deux qui ont été endommagées, voire détruites, la première maison, il a fallu 1 an pour la reconstruire. Et depuis, le reste de la maison, la deuxième maison, la reconstruction n'a pratiquement pas avancé. I mentioned this because there is the very important issue of the offensive was the displacement. A third of the population of Gaza Strip was forced to leave their homes, moving away from the border and the combat zones. Ce qui est important de savoir ici aussi, c'est il faut connaître un peu la situation au sujet des déplacements. Les déplacements forts. Un tiers de la population a dû partir, a dû quitter les zones proches des zones de combat ou proches des frontières. And because the reconstruction hasn't been doing much progress, thousands of people are still displaced and not able to return home. Et donc, au vu de la situation et de cette reconstruction qui est extrêmement lente, du processus de reconstruction extrêmement lent, il y a actuellement encore 1000 personnes qui restent déplacées. Des milliers, des milliers. But I also wanted to talk about this because despite the fact that so many people left their homes to seek safety, they were very often killed in those places that were farther away from the border areas or the combat zones that were or more solid constructions that were supposed to be their shelters. And I think the next story that Anne will tell you also points to this issue. Thank you. Et, La traduction d'avant. Je traduis. Malgré cela, malgré ces déplacements, ces personnes en fait qui partaient, elles partaient pour se rendre dans des lieux sûrs, se mettre à l'abri et se mettre dans des abris qui, selon elles, allaient leur permettre de survivre au bombardement. Et finalement, ces mêmes endroits qui étaient censés être des lieux plus sûrs, qui étaient censés être éloignés des zones de combat, ne leur ont pas permis de garder la vie sauve. Et l'histoire que Anne s'apprête à raconter pourra mettre ça également en lumière. Je vais passer la parole à Anne Pic, mais avant, je voudrais juste faire une précision. Je disais tout à l'heure que Gaza est une sorte de prison à ciel ouvert. Je voudrais préciser que c'est aussi l'un des lieux les plus densément peuplés de la planète. C'est-à-dire que quand on parle de personnes déplacées, c'est aussi de personnes qui ont d'extraordinaires difficultés à trouver où se reloger et comment se reloger, parce que la densité de population est extrêmement haute. Je vais passer la parole à Anne Pic. Anne Pac, pardon. Voilà, je vais vous parler de la famille Balata aussi à l'aide de photos. Donc, comme l'a dit Ala, comme l'a raconté Ala, certaines familles ont fui en fait leur maison, pensant trouver un refuge ailleurs et malheureusement ont été tués.
Là, c'est une photo d'Ala Balata, un jeune homme palestinien de 17 ans, en septembre 2014, au milieu des ruines de la maison de son oncle Abdelkarim dans le camp de réfugiés de Jabalia. Ala, ses parents, Naïm et Sahar, et ses 7 frères et sœurs, s'étaient réfugiés en fait chez leur oncle. Le toit de la maison d'Ala était en tôle, alors que chez leur oncle, c'était un toit en béton, donc ils pensaient y être plus en sécurité. Le lendemain de leur arrivée, après le repas, Ala est sorti dans la rue pour regarder un peu où tombaient les attaques aux alentours, et les autres faisaient la sieste, lorsqu'un obus a pénétré la maison, tuant 11 membres de la famille Balata. Ala a accouru, il a amené son frère, Yahya, à l'hôpital sans savoir ce qui s'est passé pour les autres. Et il a appris que toute sa famille était morte à l'hôpital, ses parents, ses 7 frères et sœurs. Et il n'a pu identifier les corps de ses sœurs que grâce à leurs vêtements. Alors, quand j'ai rencontré Ala, il ne voulait pas parler, il était sous le choc. Il m'a dit ma souffrance est trop grande. Alors c'est son oncle Abdelkarim qui parlait beaucoup, et il parlait aussi à sa place. Une des choses qu'Abdelkarim m'a dites est qu'une des seules choses qu'il voulait, c'était la justice. Et que les responsables et je le cite, les responsables de ces crimes soient tenus responsables devant la Cour pénale internationale. Ala, lui, était en état de choc. Il ne voulait pas retourner chez son père. Leur maison était intacte, mais pour lui, la maison était trop pleine de souvenirs. C'était trop difficile. Une des seules choses qu'il m'a dites est que son père avait travaillé très dur toute sa vie. C'était un électricien très apprécié, Naïm, pour que tous ses enfants aillent à l'université et à l'école. Et c'était le cas notamment des grandes sœurs de Ala. On voit sur les photos le chapeau de diplôme. Et Ala m'a dit qu'il voulait honorer la mémoire de son père en essayant de retourner à l'école pour obtenir de meilleures notes pour se rendre à l'université. Quand ma collègue journaliste est retournée à Gaza pour creuser les histoires de ces familles, je lui ai demandé de rendre visite à Ala et de voir s'il avait réussi à aller à l'université. Mais c'était trop difficile, comme beaucoup de jeunes traumatisés, c'est extrêmement difficile de se concentrer. Et c'est vraiment un des symptômes de ce qu'on appelle le PTSD, qui touche en fait la majeure partie de la population à Gaza. Mais Ala lui a raconté qu'il y avait un autre souhait en fait que ses parents avaient pour lui, c'était de commencer sa propre famille, de se marier. Et en fait, sa sœur, le jour de l'attaque, sa sœur Wafa, avait dit à Ala qu'il devait envisager de marier sa cousine Amouna, qu'elle était très gentille, qu'elle avait des beaux yeux verts et qu'elle serait très bien comme épouse pour lui. Alors là, elle ne l'avait pas vraiment pris au sérieux à l'époque. Mais quand Ala, donc ma collègue, est retournée voir Ala, en fait, il commençait à rénover sa maison pour se préparer au mariage. Et 1 an après l'attaque, j'ai reçu sur mon Facebook, parce qu'avec Ala, on pouvait communiquer par Facebook de Gaza, une invitation à son mariage. Donc c'était évidemment une grande nouvelle. Et puis on a eu encore une autre nouvelle. Ala a pu se rendre à son mariage d'Ala. C'est peut-être un peu confus entre les deux noms, mais j'espère que vous avez arrivé à suivre. Donc on a des séquences, notamment vidéo. Je vous invite à aller voir le chapitre sur la famille Balata sur le web documentaire, qui sont très émouvants. J'aurais aimé être là. Et puis on a eu la nouvelle, il n'y a pas très très longtemps, qu'ils attendaient une fille. Et il s'est marié, oui, j'ai oublié de le préciser, il s'est marié avec sa cousine Amouna. Et on a eu la nouvelle, il n'y a pas très longtemps, qu'ils attendaient une fille. Et qu'elle allait être nommée Sahar, comme la mère d'Ala, qui est morte dans les attaques. Alors évidemment, la rencontre avec Ala m'a beaucoup touchée, comme toutes ses familles d'ailleurs.
sachant qu'il est le seul survivant de sa famille proche. Et le fait qu'il continue malgré tout, c'est aussi significatif de la volonté des Palestiniens de continuer. Peut-être parce qu'ils n'ont pas aussi le choix. Et Allah est un jeune homme, comme beaucoup à Gaza, il voit ses amis, il va à la plage, il est beaucoup sur Facebook, il essaie de construire sa vie. Mais de quelle vie on peut rêver à Gaza et quelle perspective, en fait, on donne à ces jeunes Palestiniens à Gaza. Alors, les dernières nouvelles qu'on a eues de Allah, et c'est un peu une fin un peu bittersweet à cette histoire, mais c'est pas la fin, ça va continuer évidemment, c'est que Allah en fait veut partir de Gaza, même après son mariage, parce qu'il n'y a pas de perspective. Et en fait, c'est pratiquement tous les jeunes que j'ai rencontrés à Gaza veulent partir. Je voulais aussi parler de la famille Chouébar, dont Hélène Leger de l'ACAT va aussi parler. Donc, je me suis retrouvée encore une fois au milieu de l'été à la morgue de Chifa, de l'hôpital. Et il y avait 3 enfants côte à côte, en sang. C'était les 3 enfants de la même famille, la famille Chouébar, donc Afnan, Wassim et Jihad. Il faut imaginer la scène dans la morgue, c'est très chaotique, les gens qui pleurent, les journalistes, ça pousse dans tous les sens. Et j'ai suivi en fait les funérailles, et ça se passait aussi très vite parce que les Palestiniens avaient peur d'attaques. Il y a des funérailles qui ont été aussi attaquées pendant l'été. Et je me suis retrouvée dans cette petite allée, donc devant la maison de Afnan, avec une trentaine de femmes hurlantes, des enfants. Et j'ai jamais vu autant de souffrance dans un si petit espace. Et après, j'ai pensé aussi à tout ce qu'on dit sur les Palestiniens qui donnent pas de valeur à la vie, on entend même qu'ils sont heureux que leurs enfants soient tués. Je peux vous garantir que là, la peine qui était là était quelque chose qui est resté aussi avec moi. Je suis retournée à Gaza. C'était important pour moi de comprendre qu'est-ce qui s'était passé avec ces enfants. Et j'ai rencontré le père d'Afnan, donc il m'a expliqué les circonstances de la mort de ces 3 enfants. Donc ils sont allés, en fait, il faisait très chaud aussi. Il faut imaginer ce que c'était cet été d'enfer. Il faisait très chaud et les enfants sont montés sur le toit pour respirer un peu et pour donner à manger aux pigeons avec 2 autres enfants. Donc ils étaient 5 sur le toit. Et il y a eu un missile qui a été lancé d'un drone et qui a tué donc les 3 enfants. 2 ont survécu. Et quand il a appris que j'étais française, le père de Afnan, il m'a indiqué en fait qu'une partie qu'ils avaient trouvée sur place, du missile, était française, qu'il avait vu une inscription. Donc évidemment, ça m'a interpellée en tant que citoyenne française. Et après un travail avec des organisations de défense des droits humains et des experts militaires, il s'est avéré que c'était vrai, que donc un composant de ce missile était d'origine française. La famille a porté plainte en France, mais ça, je vais laisser Hélène en parler des répercussions éventuelles et de la procédure. Je voudrais finir sur 3 points rapidement, avant qu'on regarde la vidéo et l'interview du père de Afnan. Le premier point est que les enfants Chouébar ont été ciblés en plein jour. La vue était dégagée, donc on ne peut pas parler d'erreur. Ils ont été tués par des missiles tirés par un drone, par un missile tiré par un drone, comme 37% des victimes à Gaza. 37% des victimes à Gaza ont été tuées par des missiles lancés par des drones israéliens. Et il faut savoir que les drones, c'est un commerce très juteux pour Israël. C'est le premier exportateur de drones au monde. Et lors de la dernière décennie, 60% des drones en fait, sur le marché ont été produits par Israël. Donc c'est énorme, surtout qu'on sait que les drones sont de plus en plus utilisés dans les guerres, et pas seulement dans les guerres, mais aussi pour tout ce qui est surveillance, notamment des frontières en Europe. Donc les industries d'armement israéliennes font valoir en fait que ces drones ont été testés sur le terrain et les ventes augmentent.
Et Gaza, clairement, est devenu un terrain de test, en fait, pour ces armes. Le deuxième point, ce que je voudrais vraiment insister aussi là-dessus, c'est ce que révèle aussi le cas de la famille. Et pour moi, ça a été aussi un choc. En tant que Française, ce sont les liens opaques, en fait, et problématiques que la France entretient avec Israël. Donc on continue de soutenir Israël activement, diplomatiquement, économiquement, le commerce des armes. Mais à quel prix? À quel prix moral? Et surtout, qui en paye le prix? Ce sont les Palestiniens. Une majorité de civils et des crimes de guerre ont été connus à Gaza, qui sont reconnus et documentés. Enfin, pour finir, au niveau de l'analyse, je pense que c'est très important. Si l'offensive de 2014 a été brutale, c'est l'offensive la plus violente depuis 1967, il faut remettre cette offensive dans le contexte global, en fait, de la question palestinienne dans son ensemble. Ce n'est pas exceptionnel ce qui s'est passé en 2014. Ça va recommencer si Israël continue de jouir d'une impunité totale. Et cela doit être analysé dans le contexte global d'une politique de dépossession du peuple palestinien qui dure depuis 70 ans, près de 70 ans. Donc, l'année prochaine, ce sont les 10 ans du siège de Gaza et les 50 ans de l'occupation. L'année suivante, on sera aux 70 ans de la Nakba. Donc combien de temps les Palestiniens devront encore attendre avant que leurs droits soient enfin reconnus? Voilà, je voulais insister là-dessus. Maintenant, on va pouvoir regarder la vidéo du père de Afnan. Merci. الأولاد لما استشهدوا بقوا واقفين هان على الشبك الأربعة. Je me souviens qu'au printemps 2015, j'ai reçu un mail assez laconique de Mahmoud me disant tu te souviens, l'attaque à Gaza pendant l'été 2014, on a trouvé quelque chose qui peut être potentiellement intéressant, une pièce qui vraisemblablement a été fabriquée en France. Voilà, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner plus d'informations là-dessus et dis-moi si ça te semble intéressant de faire quelque chose. Et à l'époque, ça a un petit peu éveillé mon attention. Et c'est vrai qu'on est assez régulièrement contacté par des victimes ou des représentants de victimes. Et je ne me rendais pas compte à quel point cette découverte, en fait, allait potentiellement changer beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, on l'espère. Et ça a déjà commencé à changer beaucoup de choses. Et donc, à la suite de ce mail, je suis entrée en contact. Enfin, j'ai rencontré Anne Pack. À l'époque, je savais qu'elle était photographe, mais je n'avais pas pris connaissance de tout ce travail formidable qu'elle faisait avec Ala sur les crimes de guerre commis à Gaza, enfin sur les attaques en général. Et Anne m'a donc montré des photos qui avaient été prises, photos de cette pièce que vous avez vue dans l'extrait. Cette même pièce a été retrouvée sur 3 sites de crimes de guerre. En fait, sur la pièce, les inscriptions sont en partie éraflées. Et donc, en recoupant les photos et en faisant appel à, comme l'a dit Anne, des experts en armement, on a pu remonter la piste. Et donc, on a pu identifier que cette pièce était un capteur de position, donc qui aide un missile à se repérer dans l'espace, que ce capteur de position avait été fabriqué par une entreprise qui s'appelle Eurofarad. La pièce était estampillée Eurofarad Paris-France. Et donc, à partir dès le début, dès que Mahmoud m'a alerté sur cette découverte, évidemment, j'ai contacté les avocats avec lesquels on travaille, donc Maître Joseph Braham et Maître Ingrid Metton, qui doivent être quelque part dans le coin, donc qui travaillent pour le cabinet Ancil et qui m'ont dit, pièce française sur une scène de crime de guerre, yallah. À partir de là, on a contacté deux experts en armement, 2 experts internationaux qui ont
qui ont l'un bossé pour Amnesty International, qui a fait des enquêtes à Gaza, l'autre qui a travaillé pour les Nations Unies dans le cadre de la mission Goldstone, donc des experts qui connaissent le terrain puis qui connaissent très bien le type d'armement utilisé par l'armée israélienne à Gaza. L'équipe de Mahmoud a collecté des témoignages, donc des témoins de l'attaque, des survivants, des voisins, etc. Et puis on a eu la chance, entre guillemets, alors le mot chance c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais on a la chance de trouver le récit de la famille Chouheibar aussi dans le rapport de la mission d'enquête des Nations Unies. Donc vous le savez, à l'été 2014, alors que l'attaque avait commencé, les Nations Unies, alertées par l'ampleur des crimes commis, a décidé de créer une commission d'enquête qui n'a pas pu se rendre sur le terrain, bien évidemment, mais qui a documenté un certain nombre de cas en coopération avec les victimes, avec les survivants, avec les ONG locales et d'autres sources d'informations, et qui a produit un rapport très détaillé sur un certain nombre de cas, donnant des informations sur la violation potentielle, et en l'occurrence la violation confirmée du droit international humanitaire, à savoir des principes, comme le disait Ala, des principes qui réglementent la conduite de la guerre. Et en l'occurrence, le récit de la famille Chouheibar est mentionné dans le rapport de la commission d'enquête. Donc à l'aune de ces témoignages, de ces rapports d'expertise, des rapports d'El Mezan et d'autres ONG, du rapport de la commission d'enquête, et surtout, et avant tout, grâce aux photos prises par Anne sur le terrain, les photos de la pièce, avec les avocats, on s'est dit qu'on avait suffisamment de billes en notre possession pour déposer une plainte en France. Alors évidemment, ça n'a pas été très simple d'établir le raisonnement juridique pour que la justice française soit compétente pour un crime aussi grave soit-il commis à Gaza, mais le fait qu'une entreprise française soit impliquée, en l'occurrence en tant que complice de crimes de guerre, était un élément suffisant pour nous permettre de porter l'affaire devant la justice française. Alors, je vous passe les petites subtilités procédurales, mais il se trouve qu'en France, il est plus facile de poursuivre pour homicide involontaire que pour crime de guerre, ce qui peut paraître étrange, mais le droit français pose toute une somme d'obstacles aux victimes qui ont subi des crimes atroces à l'étranger, perpétrés par des étrangers et qui veulent obtenir justice en France, même si le complice est français, en l'occurrence l'entreprise. Donc on a décidé de déposer la plainte sur 2 fondements, complicité de crimes de guerre et homicide involontaire, en se disant qu'avec ces 2 accusations-là, on obtiendrait la compétence de la justice française. Donc la plainte a été déposée après 1 an d'enquête, fin juin 2016, donc fin juin de cette année. Et l'objectif visé à travers cette plainte est triple. Le premier objectif, c'est évidemment d'obtenir justice et une indemnisation pour la famille Chouheibar. Donc l'indemnisation, malheureusement, ne leur ramènera pas leurs enfants, mais ce serait déjà une première étape, et ce serait déjà une première. L'autre objectif visé est d'obtenir enfin une vraie enquête indépendante sur les crimes de guerre commis par l'armée israélienne à Gaza, puisque comme le documente très bien El Mezan et les autres ONG sur place, ils font un monitoring très précis des enquêtes menées par Israël sur les allégations de crimes commis pendant les attaques israéliennes à Gaza. Ils le font depuis des années, et ce qui se produit actuellement, c'est ce qui se produisait déjà après l'attaque Plomb Durci en 2008-2009, c'est-à-dire que les enquêteurs et la justice militaire sont à la fois jugés partis, c'est-à-dire que ce sont à la fois ceux qui guident et qui valident les attaques avant qu'elles soient menées et qui sont ensuite censés enquêter sur la légalité de ces attaques. Donc on imagine bien qu'il est impossible d'obtenir justice face à un appareil judiciaire aussi peu indépendant, tout simplement. Donc là, en obtenant une enquête de la part d'un juge français, enfin qu'on estime, ou en tout cas qu'on espère indépendant, sérieux et capable de mener une enquête diligente, ça permettra enfin de pouvoir obtenir la vérité sur ce qui a été commis à l'encontre de la famille Chouheibar, mais aussi à travers une enquête sur cette affaire-là, de faire la vérité sur les crimes de guerre commis à Gaza pendant l'été 2014. Parce qu'effectivement, on a déposé une plainte contre l'entreprise Excelia Technologies, puisque c'est le nom de l'entreprise maintenant. Le groupe Eurofarad a été racheté par le groupe Excelia. Et donc, on a déposé plainte contre l'entreprise, mais une fois que la justice française est saisie des faits
donc de l'attaque, elle va être amenée à enquêter non seulement sur l'implication de Excelia, qui a vendu une pièce qui était essentielle au fonctionnement du missile, mais elle va être obligée aussi d'enquêter sur l'attaque en elle-même et d'établir toutes les responsabilités. Et évidemment, les auteurs principaux de l'attaque, donc du crime commis, ce sont des militaires israéliens, avec toute la chaîne de commandement militaire et politique derrière les auteurs de l'attaque. Et enfin, le troisième objectif visé à travers cette plainte, c'est, comme le disait Anne, de mettre la France face à ses responsabilités. Une responsabilisation politique à deux égards. D'une part, parce que la France, effectivement, Anne le remarquait très justement, est globalement, on peut le dire, assez silencieuse sur les crimes de guerre commis par l'armée israélienne à Gaza. On se souvient que François Hollande avait mis un petit peu de temps à réagir pour condamner les attaques qui étaient déjà menées de façon systématique et très massive. Et donc, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs politiques et publics français sur les crimes de guerre commis et sur cette impunité, et aussi de responsabiliser la France en matière de vente d'armes. Alors, comme le disait Sylvain Sipel au début de la soirée, il n'y a pas évidemment qu'Israël, hein, il y a aussi l'Arabie Saoudite, il y a aussi beaucoup de théâtres de guerre sur lesquels la France joue, à travers ses entreprises d'armement, un rôle considérable. J'en terminerai en disant que tout simplement que je remercie Anne et Ala pour le travail de documentation formidable qu'elles ont fait, et puis que je remercie Mahmoud, Anne et à travers Mahmoud aussi la famille Chouhaïbar, que je n'ai jamais eu la joie de rencontrer, pour la confiance qu'ils nous ont fait à la CAT et aux avocats, en espérant qu'on arrive à obtenir justice pour eux et puis pour les autres. Merci. Avant de passer la parole à nos hôtes de Gaza, je voudrais rappeler effectivement la première réaction qu'avait eue François Hollande lorsqu'avait commencé cette opération à l'été 2014. C'était de dire qu'Israël avait le droit de se défendre. Je vais passer la parole à peut-être d'abord à Ramzi Kilani. Pardon ? Oui. Ou à Mahmoud. D'accord, à Mahmoud. Et voilà, à vous. Merci. Good evening. Sorry, I can't approach you in French this time. Hopefully next time. So what we saw today is a small number of cases of attacks that happened in the last major attack on Gaza. This is 1 in 3 in the last 6 years. Bonsoir. Tout d'abord, je suis désolée de ne pas pouvoir vous parler ce soir en français. Probablement, la prochaine fois que je reviendrai, je serai capable de vous parler en français. Ce que nous avons vu là, ce que nous voyons là, c'est un minuscule nombre de cas, d'histoires, parmi toutes les histoires de personnes, de familles qui ont été détruites lors d'offensives. Et dans cette offensive-là, qui est l'une parmi les nombreuses autres qui ont eu lieu les 6 dernières années. The last war in 2014 claimed 2,219 lives. More than 70% of them were civilians. 556 were children. 299 were women. Over 200 were elderly and disabled people. 8 hospitals were destroyed. 6 shelters belonging to the United Nations were bombarded. These numbers are only a small aspect of what happened. Lors de cette offensive en 2014, on a pu compter que 2219 vies, que cette offensive avait coûté la vie à 2219 personnes. 70% d'entre elles étaient des civils. Que parmi elles, 556 étaient des enfants, 299 des femmes. Plus de 200 personnes étaient des personnes âgées ou handicapées. 8 hôpitaux ont été bombardés et 6 abris des Nations Unies également ont été bombardés.
Ces nombres-là sont uniquement un minuscule aspect de la réalité de cette offensive. In the background of this, we are soon to witness the 50th anniversary of the Israeli occupation of the occupied Palestinian territory of occupied Palestine. And we will have also 11 years of the Israeli closure of Gaza. So you can imagine a child who will be 11 years old in June next year, will have lived through 3 wars, will have lived through so much violence, will likely not have ever left or known anything outside of Gaza. Next year. L'année prochaine, nous célébrerons, c'est pas vraiment le mot, l'année prochaine sera le 50e anniversaire de l'occupation israélienne de la bande de Gaza. Nous arrivons également à la 11e année de la fermeture de la bande de Gaza, de cette politique de fermeture mise en place par Israël. Donc vous pouvez vous imaginer qu'un enfant qui a 11 ans, qui fêtera ses 11 ans en juin prochain, aura vécu trois guerres, aura vécu tellement de violence et finalement n'aura pratiquement rien vu d'autre que Gaza. There has been too much destruction in Gaza during the past 7 years, and reconstruction has never worked. It's not working now under the UN so-called Gaza reconstruction mechanism. It's not working at all because of the closure. And at the same time, there is a continuous and accelerating process of de-development that is affecting every person in the Gaza Strip. It's affecting public health, it's affecting education, it's affecting everything. So it's not only war and destruction, it's also the degradation of every aspect of the quality of life. Human beings should not live like this long. Donc, ce à quoi on assiste là, c'est la destruction. Tout d'abord, le processus de reconstruction est extrêmement lent. En fait, il ne fonctionne pas. Ne serait-ce qu'à travers le mécanisme mis en place par les Nations Unies pour la reconstruction de la bande de Gaza. Ce processus ne peut pas avoir lieu, en raison de la politique de fermeture. En parallèle de cela, on remarque un processus grandissant qui s'aggrave de plus en plus de développement, c'est-à-dire de dégradation des conditions de vie humaines. C'est tous les aspects de la vie là-bas qui sont affectés, que ce soit l'éducation, la santé. Tout ce qui fait la vie là-bas ne fait que s'empirer. Et ce ne sont clairement pas des conditions de vie humaine. So many people who are not familiar enough with the situation must ask themselves, why is this happening? And living almost all my life in Gaza, I think I can offer a simple answer. There is a reason why this is happening. Last week, the Israeli Knesset passed a new law. The new law is now legalizing outposts. These are settlements that are illegal under Israeli law. And now the new law is making them legal. It is about land. It is about annexing the land and keeping the Palestinian population living in as small as possible territory within Palestine in order to annex the land and pillage its natural resources. And that is why we are seeing Gaza being occupied, being separated from the West Bank, being under siege. That is why Jerusalem is annexed and is separated from the rest of the West Bank. And that is why settlements are expanding every day. On pourrait se demander du coup pourquoi, comment c'est possible et pourquoi ça reste cette situation-là. Ayant vécu moi-même toute ma vie à Gaza, eh bien, il y a une raison. C'est la politique. Et par exemple, la semaine dernière, le gouvernement israélien a passé une nouvelle loi
qui rendait toutes ces colonies, cette occupation des terres qui jusque-là a été considérée comme illégale, cette nouvelle loi leur permet de maintenir ces colonies, de les considérer comme légales. Il s'agit de s'accaparer les terres, il s'agit surtout d'annexer le territoire palestinien à Israël et surtout de garder la population dans un territoire extrêmement restreint. Il s'agit de s'accaparer les ressources. Il s'agit également de séparer la population, de diviser la population, de garder la population palestinienne en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, bien isolée. Et donc d'augmenter ces colonies. An occupation that lives for 50 years is odd. It's strange. Occupations should be short-lived, but this is a different situation. An occupation this long cannot live without means of oppression, and in Gaza's case, without means of brutality. Oppression can be very clearly seen in the West Bank now in the form of administrative detention, torture, and the taking of farmers' lands, the displacement of people through a planning and zoning system, etc., etc. This is very clear, and it's everyday life for the Palestinians there. In Gaza's case, it's bombardment and severe brutality. That is the only way to maintain a situation like we are doing. But oppression and brutality cannot be in line with what the international community agreed on to be the civilized way to run their affairs, including war. 50 ans d'occupation, c'est assez étrange. Généralement, une occupation ne dure pas aussi longtemps. Et cette occupation, elle ne serait finalement pas possible sans certains moyens mis en place, des moyens d'oppression, des moyens de brutalité et de violence, comme par exemple la détention des personnes, la torture, l'accaparement des terres agricoles, les déplacements forcés des populations. C'est ce que vivent les personnes, les Palestiniens, tous les jours. Dans la bande de Gaza, il s'agit également des bombardements. Oppression, plus brutalité, tout ça, ça ne va clairement pas en accord avec ce que la communauté internationale est convenue dans le droit international et dans ce qu'elle considère comme les droits humains. Ce n'est pas en accord avec ce qu'elle est convenue. War is bad. It's very, very unfortunate. But even in war, there are rules. International humanitarian law organizes and arranges the rules that relate to military occupation and the conduct of hostilities. There are certain principles that the international community, every single state on earth, have agreed to. The main principles are, one, distinction, and that's the distinction between military objects from military objects. Direct attacks on civilian objects are direct war crimes. Two, proportionality. Even when there are military objects, an attack must be proportionate in terms of the advantage that will be gained from the attack against the possible harm to civilian life and civilian property. And three, the principle of precaution and taking the utmost precautions to avoid harm to civilians. Now, if you look at this video, which, as I said, is a very, very small part of what's happened in Gaza, you'll see a pattern of systematic and ongoing violations of all these principles, and these violations, many of them represent war crimes. Dans ce droit-là que nous mentionné, ce que la communauté internationale aussi a mis en place, c'est le droit international humanitaire. Le droit international humanitaire, c'est celui qui régit des principes de guerre.
C'est celui qui définit dans quelle mesure l'occupation d'un territoire peut avoir lieu. Donc, les États du monde sont convenus, se sont mis d'accord sur certains principes, les principes de guerre. Le premier, c'est la distinction. Faire une distinction de l'objet qui sera pris pour cible. Sachant que les frappes doivent avoir lieu entre pouvoir militaire. Le deuxième, c'est le principe de proportionnalité. On doit frapper de manière proportionnelle à l'attaque dont on peut faire à la menace dont on peut faire l'objet. Et essayer de trouver une proportionnalité entre le mal qui est causé et l'avantage qu'on peut en retirer. Et surtout, éviter que les civils ne soient touchés. Et le troisième, c'est le principe de précaution, et c'est justement d'éviter qu'il n'y ait aucune victime civile. Comme je le disais, dans la vidéo que nous venons de voir, c'est seulement un minuscule aspect de la réalité là-bas. Mais en fait, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a là un système systématique, un système de mise en place de violation de ces principes. Et quand on parle de violation de ces principes, on en vient à parler de crimes de guerre. And these violations are actually, there's a lot of evidence to support the fact that they are part of a policy. In the beginning of the 2014 war, I remember clearly a Knesset member in Israel, and his party is part of the government, said the following, that the fighters, the Palestinian fighters who are in tunnels, would leave their tunnels after the war, and they will not find any house or any family to go back to. This was in the beginning. After that, we started to see hundreds and hundreds of attacks on family houses, most of the time for no reason or with disproportionate attacks. In both cases, evidence suggests that these are war crimes. Et nous avons des preuves pour dire que les crimes de guerre sont perpétrés actuellement. En 2014, avant que l'offensive ne frappe, un membre de la Knesset, du Parlement israélien, a déclaré qu'il fallait, pour pouvoir combattre les Palestiniens qui se cachent dans les tunnels, les combattants, les rebelles qui se cachent dans les tunnels, il fallait s'assurer qu'au moment où ils sortiraient des tunnels, ils ne trouveraient plus de maison, ils ne trouveraient plus de famille. Et c'est là qu'on a pu assister au bombardement, à la destruction de centaines et de centaines de maisons. Et c'est en cela qu'on voit bien qu'il y a ici crime de guerre, puisqu'il n'y a aucune proportionnalité dans les frappes qui étaient menées. So what do you do when you are faced with this time of systematic and recurrent situations that keep repeating themselves, and with ongoing violations such as settlements, such as displacement, and such as the Gaza closure and siege? What we propose is a peaceful solution, and that's the human rights approach. What we do is we professionally and objectively document violations committed by both Palestinians against Palestinians and also the Israelis against Israelis. We have unfortunately, a massive database. And then we make some interventions, legal interventions. We take actually complaints to the Israeli justice system and ask the Israelis to investigate the wrongdoing by their own soldiers, commanders, and government members. So that's our first step. Regarding the last war, we have put 107 cases as an organization, as an Al-Mizan, and with our partners Adala, another 27 cases. And the result has been 0 criminal investigation, and we are more than 2 years after the war. Sorry, 107 cases? Yeah, and then 27 with our partners. Oh, with your partners. Donc que faire devant tous ces crimes?
quand on voit qu'il ne cesse de se répéter, que la situation ne change pas, que ça ne fait que s'empirer, que faire? Eh bien, nous, le Centre Al-Mezan pour les droits humains, nous avons décidé de prendre la voie pacifique. Et donc, de prendre la voie pacifique et de nous concentrer sur les droits humains. Tout d'abord, donc, de manière professionnelle, nous collectons des données, toutes les informations que nous pouvons avoir sur toutes les violations de droits humains qui sont perpétrées. Il peut s'agir de violations entre Israéliens et Palestiniens, mais également de violations qui sont perpétrées entre Palestiniens eux-mêmes. Nous avons malheureusement une énorme base de données actuellement de ces informations-là, de tous ces documents, toute cette documentation que nous avons pu collecter. Et ensuite, c'est essayer de passer par la voie judiciaire, de pouvoir porter plainte et aussi d'inciter les Israéliens à mener des enquêtes qui incriminent les soldats, les commandants, les membres de gouvernement. À la suite de la dernière guerre, nous avons pu mettre en place, monter 107 dossiers, plus 27 avec nos partenaires. Et à ce jour, il n'y a eu aucun résultat, aucune enquête qui n'a été ouverte par Israël. So, because the domestic remedies in Israel are not working at all, and it's not new, it's been decades and decades like that, we are taking our documentation to the United Nations. We help the Commission of Inquiry, special rapporteurs, etc. We have, last week actually, we submitted our third communication to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, who are conducting a preliminary examination following the State of Palestine's ratification of the Rome Statute. And we have many more legal interventions, such as the case we have had with ACAT here in France and elsewhere. So our response is a human rights response that is based on the principles of international law. Unfortunately, the result has been impunity, and therefore Palestinian victims do not have access to actually their right to justice or right to remedy and redress. And this is a call to everyone here and everyone in France. If you want to help victims, it's not enough to send humanitarian aid to Gaza. You must help end this culture of impunity and help the victims have some sense of justice and redress. Thank you very much. Avant de passer la parole à Ramzi Kilani, pardon. Sauf si tout le monde a compris. Parce que le recours à la voie interne ne fonctionne pas. Nous sommes forcés de passer à un autre niveau et donc nous adresser, par exemple, aux Nations Unies. Aux Nations Unies, comme par exemple la semaine dernière, nous avons envoyé notre 3e courrier au procureur en charge des droits humains à la Cour pénale internationale, qui va donc actuellement ouvrir un examen préliminaire et qui pourra mener ensuite éventuellement à une enquête et à l'ouverture d'un dossier judiciaire. Donc il y a les Nations Unies, il y a également ACAT, dont Hélène a parlé juste avant, avec l'exemple du dossier actuellement en cours contre l'entreprise française. Donc notre travail se fonde principalement sur les droits humains et sur le respect des principes du droit international. Malheureusement, actuellement, aucune victime n'a pu... il n'y a eu aucun résultat. Pour le moment, aucune de ces victimes ne voit ses droits à la justice respectés. Donc c'est ce soir un appel à tout le monde. Si vous souhaitez aider,
Il ne suffit pas d'envoyer de l'aide humanitaire. Si vous souhaitez aider, en fait, c'est nous aider à mettre fin à cette systématique, ce comportement systématique d'impunité, et surtout de nous aider à ce que la justice soit enfin mise en place et enfin respectée. Merci. Avant de passer la parole à M. Kilani, juste un mot sur cette culture de l'impunité. Il y a quelques mois, 4-5 mois à peu près, il y a eu une déclaration très très importante du principal organisme de défense des droits de l'homme dans les territoires occupés. L'organisme israélien s'appelle B'Tselem. Il a été créé il y a 30 ans, enfin il y a 29 ans, au début de la première intifada, pardon. Et il y a quelques mois, ils ont fait une déclaration officielle, très solennelle, disant que depuis 30 ans, à chaque fois qu'ils constataient une infraction aux droits de l'homme, ils informaient les autorités militaires. Parce que les autorités militaires israéliennes s'engagent à respecter le comportement idoine des soldats israéliens et donc d'enquêter dès lors qu'une plainte est déposée. Ils ont annoncé qu'ils arrêtaient désormais d'informer les autorités militaires israéliennes parce qu'ils voulaient cesser cette fiction qui laisse croire que la justice militaire israélienne poursuit réellement des enquêtes. En réalité, disent-ils, moins de 0,3% des plaintes déposées par B'Tselem avaient fait l'objet d'une enquête et avaient abouti à un résultat quel qu'il soit, inculpation ou pas. Donc ça donne une idée du niveau d'impunité dont les militaires israéliens peuvent bénéficier sur le terrain dans leur œuvre d'occupation. Je vais passer la parole à Ramzi Kilani. Bonsoir. Excuse-moi, s'il vous plaît, je ne parle pas le français bien aussi. So I will be speaking in English too. My name is Ramses Kilani, and I am a German Palestinian student. And my family members have also been part of the documentary, among them my father, my late father. And in order for you to understand, because it's quite complicated with my family situation, I will be explaining it to you in the following. Vous avez compris le début. Mon nom est Ramzi Kilani. Je suis un étudiant allemand avec la double nationalité allemande et palestinienne. Les membres de ma famille font partie du web documentaire que nous avons vu là, dont mon père, feu mon père. Et ma situation familiale est assez compliquée, donc pour vous permettre de comprendre, je vais essayer de vous la résumer. My father came to Germany to study architecture in 1982 when he was 19 years old. And while studying at the University of Siegen, he met my mother, and they married and had 2 children, my younger sister and me. But after 20 years in Germany, they got divorced, and he moved back to his hometown in the Gaza Strip, which is called Beit Lahia, and he married a Palestinian teacher, and they had 5 children together. My half-siblings. Mon père s'est installé en Allemagne en 1982 pour étudier l'architecture. Il avait 19 ans. Pendant qu'il faisait ses études, il a rencontré ma mère. Ils se sont mariés et ils ont eu 2 enfants. Moi-même et ma petite sœur. Après 20 ans, ils ont divorcé et mon père est retourné dans sa patrie, c'est-à-dire dans la bande de Gaza, dans une petite ville qui s'appelle Beit Lahia. Beit Lahia. Et il a fait la rencontre de sa seconde femme
il s'est marié avec une Palestinienne qui était également professeure. Et ils ont eu ensemble 5 enfants, donc mes demi-frères et sœurs. So during the war in 2014, my family members were among the ones being evacuated from Beit Lahia because the war escalated in this area, and they moved to Ash-Shuja'iyya to be more safe. But after a while, when the Israeli army invaded Shuja'iyya, it became one of the worst places to be actually, and many civilians died in Shuja'iyya. So they moved to Gaza City, which was said to be more safe, and they moved in the As-Salam Tower. But in the As-Salam Tower, they were killed on the 21st of July in the evening, right during Iftar, the fast breaking, by 2 missiles hitting the Salam Tower, which made it collapse. And the children were at the age of 4 to 12 years old while they died. So the elder ones of them had already lived through 2 wars, and that was their 3rd war. Quand la guerre a éclaté en 2014, ils ont fait partie de ces personnes qui ont dû être évacuées. Ils étaient dans une zone qui était de plus en plus dangereuse, donc on leur a conseillé de partir, et c'est pourquoi ils sont partis donc, dans un autre endroit qui finalement s'est révélé être encore plus dangereux, puisque la violence n'a fait qu'empirer là-bas également, et que l'armée israélienne intervenait de plus en plus. Donc ils ont dû de nouveau partir. Ils sont partis en direction de la ville de Gaza. Ils sont pris abri dans un immeuble dans le centre-ville, qui abritait de nombreux autres civils qui s'y étaient abrités. Et malheureusement, cet immeuble s'est effondré sous le tir de 2 obus. C'était le 21 juillet au soir, pendant le repas de rupture de jeûne. Et toute ma famille est morte sur le coup. Le bâtiment s'est effondré et j'ai perdu tous mes frères et sœurs qui étaient entre l'âge de 4 et 12 ans. Le plus vieux, qui avait 12 ans, avait déjà vécu 2 guerres avant. So, because of my father's studying in Germany, he achieved or received the German citizenship, and also his children had the German citizenship, except for the youngest one, who was still too small to get it. But there was no response by the German political elite or the government itself. So not even a condolence call. We didn't receive anything from higher politicians in Germany, which is not common because, for example, when MH17 was shot over the Ukraine, there were 4 German citizens in it, and right the next day, even the Chancellor, Angela Merkel, made a condolence call and even had some political things to say. So we were treated as non-citizens or second-class citizens, whatever you may call it, and I wouldn't accept this, so I went to different media sources and made the story go viral, but still, until this day, there's no reaction and no response by the German government, although its citizens were killed. Parce que mon père a étudié en Allemagne, il a pu recevoir la nationalité allemande, tout comme ses enfants.
sauf la plus jeune. Donc mon père et mes trois demi-frères et sœurs avaient la nationalité allemande, et pourtant il n'y a eu absolument aucune réaction du gouvernement allemand. Pas une seule réponse, pas un seul mot de condoléance ou de compassion. Et une chose, en fait, une absence de réaction qui n'est absolument pas commune, puisque même quand cet avion a été en Ukraine, a été détruit, Angela Merkel a publiquement adressé ses condoléances aux familles des personnes, des citoyens allemands qui étaient présents dans l'avion. Et pourtant, là, nous ne recevons aucune réaction, aucune réponse. C'est comme si on reniait notre appartenance à la citoyenneté allemande, ou comme si nous étions simplement des citoyens de seconde classe, peu importe comment on le considère. Dans tous les cas, je ne l'accepte pas, et c'est pourquoi j'ai commencé à m'adresser de plus en plus vers les médias, à en parler énormément, à essayer de développer la couverture médiatique à ce sujet, et pourtant aujourd'hui encore, il n'y a strictement aucune réaction, aucune réponse. And this is only one example for family members having lost their loved ones and no one being responsible for it, although they were civilians killed by the Israeli army without any warnings or without the so-called knock on the roof they claim to be giving to every civilian in Gaza. And we are still trying to strive for justice like many other Palestinians in the diaspora or in Gaza or in the West Bank or even in Israel itself, wherever they may be. And it's really important for us to get our justice, because it's not a kind of justice. No one can give us back our family members in that sense. Not even I personally do not even expect the Israeli army to be sued at any point or to investigate in their own crimes, because they are doing that and say, no, we are not responsible for it anyway. So I have lost hope about that, but at least it's some kind of justice for us to have someone acknowledge that we lost our family members in something that is a huge injustice. And if it's not by the political institutions, at least the people internationally could support us in that. That would mean a lot, I think. Thank you. Alors, bien sûr, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un exemple d'une famille ou de personnes qui ont perdu leurs êtres chers et que personne n'est tenu responsable de tels crimes. Il faut aussi rappeler que personne ne les a avertis qu'ils allaient être bombardés, contrairement à ce que Israël prétend, disant que systématiquement les civils sont prévenus à l'avance quand des frappes vont avoir lieu. Non, ça n'a pas été le cas, ils n'ont pas été prévenus. C'est pourquoi je cherche aujourd'hui justice, comme toutes ces personnes, tous ces Palestiniens qui cherchent à avoir enfin justice, ces Palestiniens issus de la diaspora, ceux qui sont en Cisjordanie, ceux qui sont à Israël, un peu partout. Justice, mais en fait, je ne m'attends absolument pas à ce que Israël ou les personnes impliquées dans ces frappes soient poursuivies vraiment en justice. Je ne m'attends pas à ce que leur responsabilité soit reconnue devant la cour. En fait, j'ai perdu espoir à ce niveau-là. Mais au moins, je souhaiterais avoir justice dans le sens où j'aimerais que quelqu'un, qu'un gouvernement ou que des personnes de la communauté internationale reconnaissent ce par quoi
les êtres que nous avons perdus et que ces personnes, cette communauté internationale, non seulement reconnaissent nos pertes, mais aussi nous soutiennent. Parce que ça, au moins, ça aurait énormément de sens à mes yeux. Ce serait déjà beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons le problème suivant, c'est que nous avions la salle jusqu'à 9h et qu'il est 9h05. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de compter sur le fait que Lima va être un peu compréhensif. On va se donner 10 minutes et on va prendre 3 questions, par exemple. Alors, ce que je vous demande, c'est de poser des questions. C'est évidemment de ne pas faire d'intervention, mais vraiment de poser des questions. Et on va en prendre 3. Donc, que les questions soient courtes, s'il vous plaît, et précises, et d'autre part, indiquer à qui exactement vous posez la question. Voilà. Oui? Je ne vous vois pas, mais levez-vous et puis ce sera plus simple. Oui? Pardon? Allez-y plus. Oui, c'est pour vous. Je ne sais pas si on m'entend, sinon je peux parler fort. Oui. On a donc déposé la plainte et pour le moment on n'a pas eu de réponse. On a déposé une plainte simple auprès du parquet qui n'est pas obligé de répondre. Donc pour le moment on n'a pas obtenu de réponse du parquet. Donc on a évidemment une stratégie pour déposer une nouvelle plainte qui nous permettra d'obtenir automatiquement l'ouverture d'une enquête. Mais on était d'abord obligé de passer par une plainte simple auprès du parquet, pour des raisons procédurales. Une autre question? Oui, allez-y. Bonsoir. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre pointer des crimes de guerre qui voudrait dire qu'il y avait guerre alors qu'on est en face d'une situation d'un occupant qui est censé garantir la protection de la population occupée? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que dans le cadre de l'action judiciaire, ça ne va pas dépasser, ça ne va pas créer une jurisprudence, en tout cas ça risque de le faire, et donc du coup rendre plus compliqué l'action judiciaire, à savoir de créer une co-responsabilité de tout fabricant d'armes ou tout fabricant de composants. Donc co-responsabilité dans tout crime de guerre opéré avec des armes co-fabriquées. Merci. Alors, en fait, il y a 2 questions différentes en réalité. Il y a une question éventuellement pour Mahmoud Abou-Rahma et la deuxième question qui est à nouveau pour vous. On va commencer par la première. Is the question clear? Yeah. Thank you very much. The question is the question clear for you? More the or question less. was, how can you speak about war crimes? Because he's uneasy with the word war. Yes. Okay. Why? Because normally, by law, an occupying state is supposed to guarantee the peaceful living of the occupied people. Well, when we refer to international humanitarian law, that qualifies what conflict situations are. We're actually referring more to armed conflict than to war. It's more important to recognize that there is a state, an ongoing state of international armed conflict in the territory of the state of Palestine at the moment. Some people will call the hostilities that happen every now and then war. Some people will not. Legally speaking, this is not really important as long as there is a situation of armed conflict. So this is one point. When there is armed conflict, the principles I mentioned apply.
and their violations can amount to certain types of crimes. They are called generally grave breaches of international humanitarian law. Some of them are also referred to as war crimes, some others as crimes against humanity. There's a long list of those in the Rome Statute that established the International Criminal Court. Maybe I should... Yes, let her translate first. Yeah, okay. Le droit humanitaire international définit ce qu'on entend par situation de conflit. Donc il est vrai que là, on ne parle pas réellement, nous, de guerre, mais plutôt de conflit armé. Ce qu'il est important aussi de reconnaître, c'est qu'en fait, on est dans un état constant de conflit armé. Après, certaines personnes pourront appeler ces hostilités un état de guerre, d'autres ne le feront pas, mais d'un point de vue légal, ça n'a finalement aucune importance. Tant qu'il y a des armes qui sont en jeu, tant qu'il y a de la violence armée en jeu, le terme employé n'a pas vraiment d'importance. Le deuxième point, donc on parle bien de conflits armés, et c'est là que les principes que j'ai mentionnés plus tôt entrent en jeu. Et on reconnaît qu'il y a là de graves violations des principes qui ont été mentionnés plus tôt. Après, la Cour pénale internationale a fait une liste de nombreux termes différents. On parle de crimes contre l'humanité, on parle de crimes de guerre, on parle il y a un certain nombre de termes qui définissent toutes ces violations de principes. Other principle is the occupying power, the occupying forces have an obligation to restore order. Occupation usually happens after the collapse of the state or the public order. So they have a responsibility to restore order, to restore ordinary life, ensure the provision of water, health services, etc., etc. Not to alter or change the legal system in the country. And then there's also another negative obligation not to take any steps that will alter the character of the occupied territory. An occupation is more or less a guarantor, a temporary protector of the land until it is returned to its sovereign. But that's not what we're finding in the case of Israel. It doesn't matter really if it's called war or conflict or this or that. The violations are severe. Ensuite, quand on considère le pouvoir occupant, l'État la force occupante a l'obligation, après un conflit, après l'effondrement de bâtiments, après de tels désastres, a l'obligation de restaurer la situation, de restaurer, de reconstruire les bâtiments, de remettre en place la vie telle qu'elle était, et surtout d'assurer à la population un accès aux ressources, à l'eau, etc. Cependant, il n'est absolument pas question de modifier le système judiciaire. Il n'est absolument pas question de prendre aucune mesure pour changer la situation telle qu'elle est. En fait, il est simplement question de maintenir des conditions qui étaient ce qu'elles étaient. Puisque, en principe, l'occupation d'un territoire est censée être temporaire,
jusqu'à ce que l'État retrouve sa souveraineté. Ok. Oui. Sur les conséquences de la plainte, donc je vois que nos avocats, nos super avocats sont dans la pièce, donc ils seront ravis de vous répondre. Je vais quand même apporter un élément de réponse. Oui, effectivement, si on gagne cette procédure, ça créera un précédent et c'est fort heureux. C'est-à-dire qu'il est temps maintenant de responsabiliser les vendeurs d'armes, en plus des auteurs directs du crime. Mais ça n'a rien de très original, si vous voulez, sur le plan procédural. C'est comme si demain vous tuez votre femme, vous êtes poursuivi pour meurtre. Il se trouve que c'est votre maîtresse qui vous a passé le couteau. C'est tout à fait normal qu'on la poursuive aussi. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins responsable pour autant. Donc poursuivre, enfin c'est un exemple, pardon, hein, c'est juste. J'aurais pu donner un autre exemple. C'est peut-être malheureux, mais il se trouve que c'est très difficile, pour plein de raisons procédurales, de poursuivre des auteurs de crimes de guerre israéliens. Bon, en Israël, bien évidemment, mais aussi à l'étranger. Il se trouve que, et c'est le seul aspect formidable de cette histoire de la famille Shoheibar, c'est qu'on a retrouvé cette petite pièce qui ressemble à rien, mais qui permet tout d'un coup de sortir ce crime de son contexte habituel pour l'emmener devant une justice qui, normalement, a toutes les raisons de ne pas être compétente. C'est pas, si jamais on obtient la condamnation de l'entreprise Excelia, ce sera la cerise sur le gâteau, mais évidemment, ce qu'on vise, c'est non seulement l'entreprise Excelia pour cette complicité, mais c'est aussi, et avant tout, les auteurs israéliens. Cela dit, je précise tout de même qu'on ne peut pas poursuivre tous les vendeurs d'armes, tous azimuts. Il faut qu'un crime de guerre ait été commis, et évidemment, il faut prouver que l'entreprise devait avoir connaissance de la commission possible de crimes de guerre au moment où elle a vendu la pièce. Je donne juste un exemple. Si effectivement l'entreprise a vendu la pièce à, je ne sais pas, un fabricant d'électroménagers autrichien et que ça devait être utilisé pour s'intégrer dans... j'en sais rien. Mais un avion de guerre. Dans un avion ou je ne sais pas quoi, puis que l'Autriche a décidé de le vendre à une entreprise de défense israélienne, c'est difficile de reprocher à l'entreprise la complicité de crimes de guerre. Si en revanche, alors même que la commission récurrente de crimes de guerre par Israël dans la bande de Gaza est largement documentée, y compris par les Nations Unies depuis de nombreuses années, si malgré cette connaissance, l'entreprise française a bien vendu la pièce à une entreprise de défense israélienne, sachant qu'une entreprise de défense israélienne fabrique des armes qui servent potentiellement à commettre des crimes de guerre, alors là, elle est responsable. Et oui, c'est tout à fait normal de l'attaquer. Alors ça créera un précédent à plusieurs égards, un précédent dans les enquêtes sur les crimes de guerre commis à Gaza, mais aussi un précédent dans la poursuite d'entreprises françaises pour complicité de crimes de guerre. Et ce serait fort heureux qu'il y en ait plein d'autres. Voilà. On va prendre une toute dernière question, s'il y en a une. Oui, bah allez-y. J'ai une question pour vous, Sylvain. Oui. Avoir votre avis sur l'évolution de la société israélienne au sujet de cette question, particulièrement de Gaza. Et est-ce que vous avez cité Bethlehem, mais aussi Taïouch, il y a les réfugiés, Oui. les objecteurs de conscience qui sont toujours plus nombreux. Est-ce que finalement ce ne serait pas le levier le plus intéressant pour voir un jour changer le comportement de l'entité israélienne, c'est-à-dire son propre peuple et la façon dont il réagit? Répondre à une question sur l'état de la société israélienne en 3 minutes, c'est peut-être un peu compliqué. Non, l'évolution est assez simple. On le voit sur le plan électoral. Alors, la société israélienne, il faut toujours rappeler que ça inclut aussi 20% de Palestiniens qui ont la société israélienne. Quand on parle de la société israélienne, en général, on fait référence à la société juive israélienne, comme si l'autre part de la citoyenneté israélienne n'existait pas. Mais si je prends la société juive israélienne, ce qu'a fait l'échec des négociations de Camp David et la seconde intifada, ça a fait que le centre historique de cette société a disparu. 75 à 80% de la population israélienne a basculé dans l'extrémisme et dans la mentalité coloniale. L'aspect colonial a existé depuis les débuts du sionisme. Mais aujourd'hui, pour une immense partie de la société, c'est tout ce qu'il en reste du sionisme. C'est la domination coloniale. La réalité, c'est que
20% ou 15% n'est pas resté immobile non plus. Ces 15 ou 20% ont été beaucoup plus dans l'autre sens. On en entend beaucoup parler parce que ce sont des cinéastes ou des écrivains, etc. Mais c'est toutes sortes de gens. Un organisme comme Taayush, qui réunit des jeunes juifs et des jeunes palestiniens d'Israël, enfin, on pourrait citer... moi, j'ai vécu en Israël il y a 40 ans, ou il y a 35 ans. Je vous assure que moi, j'étais à la première manifestation contre la guerre, contre l'occupation, après la guerre des 6 jours. C'était en 1969. Voilà. Eh bien, il y avait 80 personnes. Devant la Knesset, il y avait 80 personnes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des dizaines de milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui vont vous dire en Israël que l'occupation est en train de tuer ce pays. Et que l'occupation va être une tragédie, est une tragédie pour les Palestiniens, et va être une tragédie épouvantable pour les Israéliens dans l'avenir. Mais ce ne sont que des dizaines de milliers de gens. Et en face, il y en a des millions. De ce point de vue-là, je pense, et je vais finir là-dessus, je pense que si on a pu penser à un moment que par elle-même, la société israélienne parviendrait à aller vers un accord avec les Palestiniens qui permette de trouver un modus vivendi entre les deux parties, je crois honnêtement qu'aujourd'hui, la société israélienne, par elle-même, est intrinsèquement incapable de surmonter la mentalité coloniale je le regrette, je pense que c'est une tragédie pour elle, mais je pense que seule, elle sera tout à fait incapable. Il faut bien comprendre que Netanyahou, dans son gouvernement, il est centriste, il est au centre du gouvernement. Netanyahou n'est pas l'extrême droite de son gouvernement, il est le centre de son gouvernement, comme Sharon l'a été avant lui. De ce point de vue-là, je pense que en elle-même, la société n'est plus capable de se délester de cet esprit colonial. Et je pense que seul l'extérieur, c'est-à-dire la communauté internationale, c'est-à-dire les puissances, et ça commence par les États-Unis, je ne sais pas quand ça surviendra et si cela surviendra, mais je pense que le seul moyen de faire évoluer quelque chose serait une pression très forte. Des pressions très fortes sur Israël, il y en a eu plusieurs dans l'histoire, on l'oublie, mais à plusieurs reprises, un président américain a dit aux Israéliens « ça suffit ». Et à chaque fois qu'ils l'ont fait de manière très déterminée, eh bien, Israël a obtempéré, y compris pour abandonner du territoire. Donc, ça peut encore advenir à l'avenir. Aujourd'hui, on a du mal à le voir, mais je crois que, vu la manière dont les choses évoluent, je pense qu'on est terrible. J'ai commencé par parler de la Syrie, parce que je pense que la Syrie bouche toutes les perspectives. Mais je pense que la question palestinienne va revenir à l'ordre du jour, à un moment ou à un autre. Ça me paraît absolument inéluctable. Il y a une jeune génération qui monte du côté palestinien. Je ne vous dis pas dans quel état elle est sur le plan de sa détermination, mais sur le plan mental. Et je pense que quelqu'un comme Mahmoud pourrait en parler beaucoup mieux que je ne pourrais le faire moi. Mais je sais que cette question reviendra. Je ne vois pas comment la société israélienne pourra, elle, se mobiliser pour, disons, avoir un mouvement général d'empathie pour son adversaire. Ça me paraît aujourd'hui exclu, sans pression très forte de la communauté internationale. C'est un peu rapide, hein, mais voilà. Écoutez, merci à tous d'être venus.